messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce débat électoral pour la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles. On est le 14 avril 2025. Je m'appelle Danny Baribeau, rédacteur en chef pour le journal L'Éveil et le journal Le Nord Info. C'est moi qui aurai le privilège d'animer cette table ronde aujourd'hui en compagnie de ma collègue Anne-Merline Eugène. Anne, bonjour. Bonjour Danny, c'est un plaisir d'animer ce débat avec vous. Pareillement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier l'Hôtel L'Impéria de Saint-Eustache qui nous accueille pour présenter cet exercice démocratique essentiel. Je salue également nos deux invités, M. Luc Désilet, député sortant de Rivière-des-Mille-Îles et candidat pour le Bloc québécois. M. Désilet, bonjour. Bonjour. Et Mme Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles de 2015 à 2019 et candidate pour le Parti libéral du Canada. Mme Lapointe. Bonsoir. Merci de l'invitation. Merci à vous deux d'avoir accepté de venir présenter aux électeurs votre vision, vos ambitions pour la région et surtout leur dire pourquoi vous êtes le ou la meilleure candidate pour les représenter à Ottawa. Votre participation à ce débat contribuera certainement à éclairer leur choix en vue du 28 avril prochain. Alors, comme l'a mentionné mon collègue Danny Baribeau, le débat se déroulera en format table ronde. Monsieur Luc Désilet et Mme Linda Lapointe, vous avez reçu par courriel la semaine dernière les règlements du débat ainsi que les 5 grands thèmes qui seront débattus cet après-midi. Permettez que je vous rappelle ces 5 grands thèmes, c'est politique internationale, langue française, gouvernance et champ de compétences, économie régionale, médias et démocratie. Nous avons 2 autres candidats qui malheureusement n'ont pas répondu à temps à notre invitation. Il s'agit de Mme Elia Lopez, candidate du Parti conservateur, et M. Joseph Akizimana du Parti néo-démocrate. Danny. Tout à fait. Seuls les partis qui avaient une représentation québécoise à la Chambre des communes ont été invités. Les autres candidats confirmés dans la région sont Michel Genois, indépendant, David Santamaria Quiseno du Parti populaire du Canada et Alec Ware du Parti vert du Canada. Les sites Internet de chacun de ces partis seront disponibles sur nos plateformes et leur adresse Internet défilera dans le bas de l'écran pendant ce débat. Et nous encourageons tous nos internautes à s'informer à travers leur plateforme électorale afin d'avoir une vue complète des options qui s'offrent à vous en vue du scrutin du 25 avril. Alors, pour chaque thème, une question d'orientation sera posée. Chaque candidat aura droit à une déclaration d'ouverture d'1 minute 30 qui sera alors suivie d'une déclaration qui sera suivie de discussions ouvertes pendant 7 minutes à la suite d'une question de relance. Nous avons déterminé de façon aléatoire qui va prendre la parole en premier et c'est vous, Mme Linda Lapointe, qui prendrez la parole en premier. Nous alternerons par la suite de façon équitable pour les autres questions de relance. C'est moi, votre modératrice, et c'est avec plaisir que je le ferai. Alors, Madame, Monsieur, bon débat. Merci. Merci. Donc, sans plus attendre, Madame Lapointe, la première question était la politique internationale, soit le Canada face aux États-Unis, principalement. Pendant que Donald Trump souffle le chaud et le froid au sud de la frontière et déstabilise l'économie mondiale, les travailleurs et les entreprises d'ici vivent une grande période d'insécurité. Les répercussions se font déjà sentir. On lisait la semaine dernière, par exemple, dans l'Éveil, que la compagnie PowerCast, située sur le boulevard industriel à Saint-Eustache, avait déjà dû couper 20 de ses effectifs depuis le début de la crise. Quelle posture doit adopter le Canada pour se donner un véritable rapport de force et traverser cette crise? Merci beaucoup. Premièrement, j'aimerais remercier et saluer tous les citoyens et citoyennes de Rivière-des-Mille-Îles. Merci de l'invitation. C'est la première édition et j'apprécie beaucoup. Un Canada fort. Ça nous prend un Canada fort. Il faut que le Québec soit bien représenté à cette table de négociation parce qu'on n'aura pas le choix de renégocier. D'ailleurs, Mark Carney, notre premier ministre présentement, a déjà parlé avec le président Trump. Ça s'est bien passé, mais il faut, à cette table de négociation, de bien représenter les intérêts du Québec et du Canada. Oui, il y a des entreprises dans les Basses-Laurentides qui sont touchées par ça. Quand on parle de l'aluminium, l'acier, entre autres, on a plusieurs entreprises qu'il va falloir s'assurer qu'on représente bien. Pour bien les représenter, bien justement, il faut être à la table de négociation. Il faut être à la table de négociation par un représentant du Parti libéral du Canada à cette table de négociation. Et mon expérience d'entrepreneur, qui a été ici, mais aussi mon expérience comme députée fédérale, font de moi une candidate idéale pour représenter les électeurs ici. Merci, Mme Lapointe. Merci, Mme Lapointe. Monsieur Désilet.
Merci infiniment de l'invitation. Ça démontre que notre démocratie est saine, se porte bien, et que ce soit l'initiative des journaux locaux, moi, je trouve ça vraiment excitant. Je vais d'abord commencer par quelque chose qui va peut-être vous surprendre. La question de l'heure, actuellement, semble-t-il, c'est les tarifs imposés par le président Trump. Moi, je vous dirais que ça a été le cas. C'est encore fort important, puis on ne doit pas négliger ça, c'est clair, clair, clair. Mais il y a un transfert qui s'effectue actuellement dans la question de l'urne, et j'en suis convaincu. Ce transfert-là, ce sont les demandeurs d'asile et l'immigration. On le voit, on l'entend depuis déjà une dizaine, 2 semaines pratiquement. On a l'impression de revivre dans un film déjà bien connu, qui est celui, évidemment, de l'immigration, qui passe par le chemin Roxham. On est au même point qu'on était. Le Bloc québécois, pendant les 3 dernières années, à la Chambre des communes, s'est battu contre ça. Le Bloc québécois a fait en sorte qu'on n'en vienne qu'à fermer le chemin Roxham. Il y a quelques mois de ça. Et encore à l'automne, on se faisait traiter de gens qui exagéraient, qui abusaient, qui n'avaient pas vraiment de problématique à ce niveau-là. Alors que ce qu'on voit présentement, c'est majeur. C'est majeur. On est obligé de loger des gens qui traversent la frontière, de les loger temporairement en attendant qu'ils obtiennent un quelconque statut. Merci. Vous allez m'excuser. Vrai réveil matin. Alors, Madame Lapointe, dites-nous comment est-ce que vous pensez que le Québec et le Canada puissent protéger nos entreprises pendant cette période-là? Okay. Si je peux juste revenir un peu sur ce que M. Désilets a dit précédemment. Allez-y. Par rapport à l'immigration, ce n'est pas juste des demandeurs d'asile, c'est surtout pas la même chose. Et l'entente des tiers pays sûrs qu'on a avec les États-Unis, Mark Carney a été très précis et vraiment là-dessus, il a été ferme. Je veux dire, les gens, que ce n'est pas des vrais demandeurs d'asile, ne seront pas les bienvenus ici, là. Je veux dire, oui, il y a de l'immigration, puis c'est très important pour l'économie de notre pays. Et les travailleurs étrangers temporaires, dans les Basses-Laurentides, demandez à ceux qui travaillent dans les zones rurales, tout ce qui est l'agroalimentaire, on en a vraiment besoin. Mélangez pas les demandeurs d'asile, c'est pas la même chose. Et s'il y a des gens qui souhaitent s'en venir ici, que c'est des vrais demandeurs d'asile, oui, ils vont être reçus ici. Mais là, on est en train d'essayer de montrer un épouvantail, alors que c'est pas ça. Au porte-à-porte, ce que j'entends, moi, c'est vraiment Trump. C'est vraiment, les gens ont peur de ce qui s'en vient. On me parle qui ont peur, il faut négocier, il faut être à la table de négociation. C'est ça qu'il faut faire, Rivière-des-Mille-Îles. Il faut qu'elle soit à la table de négociation. Si je peux me permettre, je crois que vos 2 parties s'entendent, par contre, sur l'application de contre-tarifs. On a vu, présentement, c'est déjà la stratégie qui est mise de l'avant. Pour revenir à l'intérêt premier des entreprises de la région d'ici, les contre-tarifs peuvent avoir des effets, mais ça risque de se calculer sur le moyen-long terme. Présentement, les entreprises qui vivent cette insécurité, qu'est-ce qu'on leur répond? On vous laisse échanger. Bien, en tout cas, chose certaine, pour ce qui est de l'assurance chômage, la semaine de carence, il y a des gens qui sont mis à pied, bien, on va enlever cette semaine de carence-là pour s'assurer que les gens puissent bénéficier de l'assurance chômage. Et en même temps, on va aider les entreprises, s'assurer qu'eux aussi, on les supporte pendant cette période-là. Si on va un peu en arrière, quand on était dans la pandémie, on a supporté les entreprises et les employés. Je suis bien content de vous entendre parler d'assurance-emploi. Puis on se rejoint presque sur cet aspect-là. On a évidemment une répondante au Bloc québécois qui s'est battue pendant les 4 dernières années pour bonifier l'assurance-emploi. Vous avez fait un tout petit bout de chemin, mais c'est clair que ce n'est pas assez pour le Québec. C'est clair qu'on veut plus, on veut davantage. On veut qu'elle soit amplifiée, qu'elle soit modifiée, qu'elle soit adaptée. Maintenant, quand vous faites allusion à immigration et les gens, les pauvres gens qui attendent à la frontière et qui traversent la frontière, juste vous rappeler, vous avez déjà connu ça, un bureau. Nous, là, c'est 1000 dossiers au niveau de l'immigration qu'on a reçus depuis que je suis là, depuis 6 ans. 1000 dossiers qui sont directement ou indirectement touchés par ça. Mais le problème, là, c'est que la frontière, c'est une passoire. C'est carrément une passoire. Les gens rentrent à peu près comme ils veulent,
Puis après un certain nombre de jours, bien, ils deviennent malheureusement sous la tutelle du Québec et du Canada. Le Québec en reçoit beaucoup plus qu'il ne le devrait et ça fait partie des principales préoccupations qu'on a et des revendications qu'on fait. Qu'il puisse y avoir une façon d'étendre ça à l'intérieur du Canada, mais en les recevant correctement. Une immigration bien faite, c'est une immigration où on donne un emploi à quelqu'un, où on lui permet de bien vivre, on lui donne les services que les Québécois ont droit. Et c'est pas ça qu'on a fait dans les dernières années. Alors, M. Desilets, qu'est-ce que votre parti propose concrètement pour résoudre ce problème, pour faire en sorte que cela se fasse dans les règles de l'art, comme vous le dites? Bien, regardez, d'abord, les 14 jours, les espèces de 14 jours avec les États-Unis, la clause... Bon, nous, on veut l'abolition de ça. On veut l'abolition de ça, c'est clair. On veut qu'il y ait un contrôle accru au niveau des frontières. Il n'y en a pas de contrôle. Actuellement, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une diminution du nombre d'heures et une diminution des heures d'ouverture pour accueillir les gens. Ça, on veut, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On veut qu'il y ait aussi des peines un peu plus lourdes face aux passeurs. On veut, évidemment, comme je disais il y a quelques minutes, qu'il y ait une répartition équitable. Le Québec a payé très, très cher dans les dernières années et que cette répartition-là puisse suivre l'argent qui devrait être au rendez-vous pour qu'on puisse accompagner adéquatement ces gens-là. Madame Lapointe, j'aimerais revenir à votre proposition d'accompagner les entreprises. Donc, vous évoquez des mesures à long terme. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour des entreprises comme Parcas, par exemple, qui a dû mettre à pied près de 20% de ses employés? Comment est-ce que vous comptez accompagner ces entreprises? Comme je vous disais tantôt, c'est vraiment de soutenir financièrement. Il va y avoir une aide aux entreprises qui sont obligées de faire des mises à pied suite aux tarifs, que ce soit l'aluminium, que ce soit l'acier, ceux qui sont touchés par les tarifs que les États-Unis ont imposés. Je veux dire, il y a les contre-tarifs qui sont aussi à ce niveau-là. Dans les Basses-Laurentides, il y a plusieurs entreprises qui sont liées à tout le secteur de l'automobile. Puis, on va les soutenir, les entreprises, et la même chose quand on parle pour les employés individuellement. M. Desilets vous a interpellé sur la question de la frontière. Est-ce que vous souhaitez répondre? Par rapport à la frontière, je vais juste remettre encore il ne faut pas mélanger immigration et demandeurs d'asile. Je veux dire, les gens, ils mettent tout ça à la même place et ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui décide de venir au Canada puis qui a reçu son certificat pour l'immigration sans venir ici, c'est pas la même chose. Les demandeurs d'asile, c'est qu'ils ont un problème dans leur pays, puis ça, il faut le vérifier si c'est vrai ou non. Sinon, ils ne viennent pas. Depuis qu'il y a eu avec le président Trump, quand il a été élu, la première rencontre, sa demande était d'accroître la sécurité de nos frontières. On l'a fait. Il y a $1 milliard qui a été mis là-dessus pour augmenter hélicoptères, drones, ça a tout été placé. Et aussi, on veut augmenter de 1000 personnes qui vont travailler aux frontières, justement pour pas que ça soit une passoire. Et c'est sûr et certain que ça a rencontré les besoins du président Trump, mais je veux dire, s'il faut améliorer encore, je veux dire, ceux qui vont venir au Canada, c'est qu'on les a choisis, puis ceux qui demandent l'asile, puis qui restent ici, c'est qu'ils le méritent. Je peux réagir? Oui. Madame Lapointe, pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre avec le gouvernement libéral d'être dans une situation de crise pour réagir? Puis vous, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas au gouvernement? Oh, madame, moi, je suis là pour défendre les intérêts du Québec. Je suis là pour défendre les intérêts du Québec. Et je pense que le Bloc québécois le fait de façon extraordinaire. La fermeture de Roxane, c'est de ça qu'on parle là, actuellement, c'est le plus bel exemple. Vous savez, dans l'aide qui est apportée, je suis absolument pas d'accord avec vous. L'aide qui est apportée actuellement aux travailleurs, c'est aux travailleurs de l'Ontario. C'est à l'industrie de l'automobile, où M. Carney a accepté de sortir des gros sous. C'est drôle, hein? On n'entend rien par rapport à l'aluminium du Québec. On n'entend absolument rien. Par rapport à nos forêts, où on va souffrir, puis pas à peu près, on n'entend rien par rapport à l'acier du Québec. Madame Lapointe, en conclusion? Je suis en accord que nous sommes en désaccord. Mais, faites-vous-en pas, l'intérêt que j'ai du Québec à l'intérieur du Canada, je peux le porter fièrement et je vais m'assurer qu'il soit entendu là où on prend les décisions.
pas juste dans la Chambre des communes pour faire des réprimandes et dire que ça vous appartient. C'est pas vous qui avez fait les nouveaux règlements. Vous avez juste critiqué ce que nous, on faisait. Oh, vous êtes dur. Comme ça, c'est pas juste à la Chambre des communes que les décisions se prennent? Mesdames, Messieurs, on va garder la suite pour les prochains thèmes. Évidemment. Donc, je vais enchaîner avec le deuxième thème, qui est celui de la langue française. Monsieur Désilet, vos deux partis ont reconnu que le français est en déclin au Québec. Les libéraux sont au pouvoir depuis une dizaine d'années. Le Bloc québécois a fait élire plus de 30 députés lors de la dernière élection, qui était quand même considéré comme un mandat fort. Malgré tout, la situation du français a continué à se détériorer. Comment expliquer cet échec? Regardez, ça n'est gênant. Ça n'est gênant. Au Québec, on est complètement délaissé par le gouvernement libéral actuel. On ne sent pas que le français est protégé. Absolument pas. Vous savez, la loi 96, qui est notre loi, qu'on a élue à notre Assemblée nationale, elle sera contestée par M. Carney s'il prend le pouvoir. Elle sera contestée, tout comme la loi 21. C'est une loi de notre juridiction. Ça fait partie de nos compétences, la langue. Le Québec, c'est une nation autonome, francophone. La seule langue officielle, c'est le français. Est-ce que je peux vous rappeler aussi que de 1978 à 2022, le gouvernement libéral a investi 3,4 milliards de dollars pour soutenir l'anglais au Québec. Est-ce que l'anglais est en difficulté au Québec, Mme Lapointe? Est-ce que l'anglais est en difficulté? Alors, ce qu'on demande par rapport à la langue, c'est du respect. Du respect pour nos ancêtres, du respect pour nos enfants, et qu'on puisse assurer que le français puisse continuer à se vivre comme il devrait, c'est-à-dire dans le respect, dans l'authenticité d'une langue si extraordinaire, le seul bastion, entre autres, vous le savez, en Amérique du Nord. Merci, M. Désilet. Mme Lapointe. Alors, je suis vraiment fière d'avoir siégé sur le comité des langues officielles. Puis j'ai été aussi au caucus des langues officielles. La langue française, pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu et ça n'appartient pas au Bloc québécois à défendre la langue française. Quand on a eu Excusez. Quand il y a eu la mise à jour, je pense qu'on n'a pas le droit de s'interrompre. Hein? Non, on respecte le droit de Tout à parole. fait, vous avez raison. OK. Je suis contente d'avoir participé à la mise à jour de, justement, C13, qui est la mise à jour sur la loi des langues officielles. Et là-dedans, il y a un peu de moi dans cette loi-là. Il y a une asymétrie. On reconnaît que justement que le français est en déclin. Il faut s'assurer de remettre le même niveau que lorsque la loi, le pourcentage de francophones au Canada. Quand vous parlez de la loi C96, si ça s'en va devant les tribunaux, c'est justement en raison de la clause dérogatoire qui est utilisée sans certitude. Je veux dire, elle est mise en avant que ça soit qu'on ait avant d'aller aux tribunaux. Et quand vous parlez des minorités, on parle des minorités anglophones, on ne choisit pas, selon la Charte des droits et libertés, quelle minorité qu'on va justement défendre. Je veux dire, c'est écrit dans la Charte des droits et libertés. On est au Canada, je vous rappelle, puis je suis québécoise, et la Charte des droits et libertés, ça nous défend tout le monde, partout au Canada. On ne choisit pas la minorité qu'on défend. Madame Lapointe, j'aimerais vous entendre sur les mesures que votre parti a proposées pour protéger et promouvoir la langue française dans une circonscription comme Rivière-des-Mille-Îles où cohabitent plusieurs réalités linguistiques et culturelles. Au niveau, vous dites, de la circonscription, ce qui a été mis en place, je veux dire, on revient à la loi C13, la C13 qui a été la mise à jour. Je veux dire, au niveau pan-canadien, directement dans la circonscription, moi je dirais plus que c'était au niveau du Québec et pan-canadien. L'immigration, on va parler de l'immigration francophone, on a augmenté les seuils pour s'assurer que le reste du Canada était pour augmenter toutes les minorités où il y a des communautés francophones. Et aussi, en même temps, s'assurer que notre immigration, elle est principalement francophone au Québec pour justement retrouver le seuil, le pourcentage de francophones qu'on avait au Canada au début des années 80, qui était autour de 25 %. On a descendu autour de 23 %. Il faut s'assurer que ça reste, que les communautés restent justement dynamiques. Mais dans Rivière-des-Mille-Îles, c'est principalement francophone. Il y a des communautés anglophones
que M. Desilets doit connaître. Je veux dire, autant qu'on prend Deux-Montagnes, qu'on prend Rosemère, il y a des gens qui viennent d'ailleurs au Canada, qui sont unilingues anglophones parce que c'est la province d'où ils viennent, ils ne l'avaient pas appris le français. Et ces gens-là ont le droit aussi de parler, d'avoir des services gouvernementaux fédéraux en anglais. Monsieur Desilets, on est en conversation ouverte, vous pouvez interagir. C'est drôle que vous parliez de services en anglais. On aimerait beaucoup, si c'est un pays bilingue, avoir des services en français dans les institutions fédérales, partout. Je reviendrai encore, la loi 96, ça devrait être quelque chose d'intouchable pour quiconque prétend vouloir défendre les intérêts du Québec, Mme Lapointe. Ça devrait être le cas. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, puis ça ne serait pas gentil. Vous savez, quand on entend « bâtir Maison Canada »,« bâtir Maison Canada », de la part d'un homme qui souhaite devenir premier ministre du Canada, je trouve ça gênant. Puis c'est pas juste lui, il a le droit de ne pas maîtriser parfaitement la langue française, c'est quand même acceptable. Sauf qu'il y a du monde autour de lui. Il y a des fonctionnaires, il y a des hauts fonctionnaires qui l'ont aidé à produire ce document-là, « Bâtir Maison Canada ». Bâtir Maison Canada. Je vous rappelle encore une fois, 3,4 milliards. Est-ce que c'est pour défendre un Anglais qui est en difficulté au Québec? Vous poserez la question. Je reviens à ma loi. C'est 13 qui a été mis à jour. Je veux dire, le français, ici au Québec, on va s'assurer qu'il soit sauvegardé et augmenté. Puis le reste du Canada, il y a quand même près d'1 million de francophones hors Québec, oui, qu'il faut s'assurer que les gens, la population hors Québec augmente par l'immigration, mais aussi que les gens qui sont francophones hors Québec aient accès à l'éducation en français. Et ça, par le dernier recensement, on s'est assuré, dans les questions, les ayants droit. Bien, les ayants droit, ça va faire que ces gens-là vont avoir l'éducation en français. Et ça va contribuer à ce qu'on ait le même pourcentage de francophones au Québec. Et par rapport, je vous pose une question comme ça. Moi qui a siégé et qui s'est occupé des langues officielles depuis près de 10 ans, sur quel comité vous étiez, vous, pour défendre les intérêts à la Chambre des communes? Bien, j'étais vice-président du comité des anciens combattants, Mme Lapointe. Okay. Vous devriez le savoir. Député de votre circonscription, quand même. Vous savez, je ne veux pas être méchant. Vous avez siégé sur le comité. Comment se fait-il que votre premier ministre abolisse le ministère des langues officielles? Comment se fait-il? Vous qui prétendez qu'on va faire de la place au Québec, aux francophones, le ministère des langues officielles disparu. Comment vous expliquez ça? Présentement, le cabinet qui a été fait par le premier ministre Carney, c'est un petit cabinet parce que présentement, la Chambre ne siège pas. Mais là, quand on va voir quel premier ministre va être élu, sûrement pas le Bloc, mais celui qui va être élu va décider du prochain cabinet. Il ne pourra pas laisser ça mince comme ça. Je veux dire, présentement, c'est Stephen Guilbeault qui s'occupe justement des langues officielles à ce niveau-là. Madame, c'est un melting pot de dossiers que le nouveau ministère a été, mis en place. Là. C'est complètement aberrant pour un francophone, pour un Québécois, abolir ce ministère-là. Il n'est pas aboli, il fait partie de ce que le dossier que Stephen Guilbeault... Le message qui est envoyé il est très clair. C'est pas assez important. Le français n'est pas assez important pour qu'on lui accorde cette importance-là. Monsieur Desilets, alors, vous êtes en train de condamner l'abolition d'un ministère que vous exigez très important pour le Québec. Oui. Et je crois comprendre que là, vous aimeriez avoir plus de pouvoir pour le Québec. Dites-nous de quels outils ou de quels leviers disposez-vous pour avoir une influence et tenter de ralentir le déclin du français? Mais regardez, la première des choses, le Bloc québécois souhaite carrément soustraire le Québec à la loi des langues officielles. Surtout avec ce qu'on vient de voir, là. C'est pas important, le français, pour M. Carney. On veut reprendre tout l'argent qui est dédié, en principe, du fédéral en matière bilinguisme, langue officielle, etc. On voudrait rapatrier ça pour le gérer à notre façon, en fonction de notre priorité, qui est la langue française. On veut aussi, j'ai fait allusion tantôt, imposer le bilinguisme pour tous les postes fédéraux au Québec. Pour tous les postes fédéraux au Québec. On pourrait rajouter à ça, évidemment, qu'on arrête, s'il vous plaît, de nommer des gens qui sont unilingues anglais.
Et les exemples vous viennent à l'esprit, je suis certain, quand je dis ça. Ça ferait le tour. Un peu de respect pour la langue française, s'il vous plaît. Madame Lapointe. Je répondrai à ça que le français va demeurer un enjeu très important pour moi et que je vais le défendre de Rivière-des-Mille-Îles à Ottawa. C'est sûr et certain que je vais toujours le défendre haut et fort. Je suis une francophone, puis j'ai siégé sur le comité des langues officielles et le caucus des langues officielles. Puis ce que j'entends, sans enlever le français, ce que j'entends aux portes, présentement, c'est pas la souveraineté, c'est la souveraineté du Canada qu'on veut. On veut s'assurer qu'on ne sera pas le 51e État. Alors ça, les gens ont vraiment très peur présentement. Puis moi, je m'offre de représenter les citoyens de Rivière-des-Mille-Îles à Ottawa pour justement défendre les gens contre cet enjeu-là qui est énorme. Énorme. Ça n'enlève pas qu'on va avoir d'autres enjeux à régler, mais ça prend vraiment beaucoup de place. Excellent, je vous remercie tous les deux. On va enchaîner avec le prochain thème. Donc, excellent. Le troisième thème, il s'agit de gouvernance et les champs de compétences. Pour le citoyen, le commun des mortels, la question du partage des champs de compétences, c'est un enjeu qui est quelque peu théorique. On va retourner à la base. Je vais vous demander de nous expliquer ce que c'est, le partage des champs de compétences, si vous considérez que c'est un principe qui est important au Canada, et pourquoi. Madame Lapointe, c'est vous qui avez... Effectivement, c'est important. Je veux dire, on est une fédération avec des différentes provinces et 3 territoires. On partage des compétences. Je veux dire, la loi de la santé, la loi de l'éducation, c'est fédéral, mais c'est les provinces qui les gèrent, que ce soit l'éducation, la santé, dépendant des transports, ça va dépendre quel genre de transport. Mais je dis les frontières, ça va demeurer que c'est le pays qui s'occupe, et le pays, c'est le Canada qui va s'occuper des frontières. Les compétences. Mark Carney a été vraiment ferme là-dessus. Je veux dire, on va respecter les compétences des provinces, à savoir que c'est eux qui vont gérer l'éducation, qui vont gérer la même chose que la santé. Puis je sais que la santé, c'est une préoccupation très grande de la part des citoyens. Ici, au Québec, on a de la difficulté à avoir un médecin. Je veux dire, il faut continuer à mettre de la pression sur le gouvernement Legault pour s'assurer que, justement, on met de l'argent. Le gouvernement fédéral transfère de l'argent au Québec pour qu'ils mettent en place les services. Or, on n'a pas atteint encore tout ce qu'il faut, mais c'est ferme à savoir que notre gouvernement, avec Mark Carney, c'est qu'on va respecter les champs de compétences. Je vous remercie. M. Vézina. Vous savez, une des raisons d'être du Bloc québécois, c'est de défendre le Québec et de défendre les compétences qui sont des compétences du Québec. Comme par hasard, on se bat quotidiennement à la Chambre des communes pour que ce soit le cas, que nos compétences soient respectées. Mais il y a de l'intrusion régulièrement. On a juste à penser registre des loyers, ça ne regarde pas le fédéral du tout. Les garderies, on a été un bel exemple, on l'implante ailleurs, tant mieux si on peut servir d'exemple pour les Canadiens. Mais bon Dieu, c'est nous autres, ça nous regarde, nous autres, c'est dans notre champ de compétences. Vous savez, il y a une bebelle qu'on appelle la Constitution, puis qui a fait le partage de ces compétences-là. Il y a un bon bout de temps. Mais ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté, puis ça donne l'impression des fois que le fédéral s'en cherche des compétences ou se cherche des endroits où investir du temps, de l'énergie. La job du fédéral, c'est pas ça. Fédéral, c'est comme une grosse banque. Quand madame parle de compétences en santé, c'est le Québec. Y a-t-il une infirmière qui est gérée par Ottawa? Mais non. C'est le Québec qui gère ses hôpitaux, qui gère ses médecins et tout ça. La job d'Ottawa, c'est de faire des transferts en santé. Transferts en santé sur lesquels on se bat depuis un sacré bout de temps, c'est clair, au Bloc québécois. Le fédéral, à quelque part, là, comment je vous dirais ça? Rapidement, il prend plaisir à s'ingérer, évidemment, dans nos intérêts, et c'est jamais à notre avantage. Madame Lapointe, comment expliquez-vous aux électeurs que le respect des compétences influence leur service au quotidien? Je vais revenir sur ce que M. Désilets par rapport aux services de garde. Oui, au Québec, on était précurseurs à savoir qu'on a des services de garde à un coût, en tout cas, moindre que ce qui existait avant, ce qui fait
qu'au Québec, le taux de participation des femmes sur le marché du travail était le plus élevé au Canada. Alors, on s'en est inspiré pour mettre ça en place partout au Canada. Le Québec, le fédéral n'est pas allé jouer dans les compétences. Il a transféré l'argent directement à Québec. Ils sont supposés d'ouvrir des places de services de garde qui se font attendre. Mais ils ont reçu l'argent. Il y a des ententes, puis il faut respecter. Je veux dire, je suis ferme là-dessus, puis je veux dire, le premier ministre Mark Carney, il l'a dit récemment durant la campagne qu'il faut respecter les champs de compétences. Je veux dire, la santé, l'éducation, c'est comme ça. Regardez, moi, je l'ai entendu, cette rengaine-là, pendant 10 ans de temps, avec le gouvernement de votre très cher M. Trudeau. Je ne peux pas y croire, ça ne fait pas partie de l'actualisation des propos d'un parti comme le vôtre. Votre parti s'amuse à s'ingérer. Votre parti, à quelque part, trouve plus intéressant de s'ingérer dans des dossiers comme ça que de ne faire que ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire répartir les sous aux provinces pour qu'elles s'occupent elles-mêmes de leurs compétences. C'est le Québec qui sait c'est quoi qui est bon pour le Québec. C'est pas Ottawa. Et d'autant plus avec un chef comme le vôtre qui ne connaît pas le Québec et qui connaît encore moins les gens de notre circonscription. Pas le Canada, encore moins le Québec. Monsieur Desilets, je vous ai entendu avec beaucoup d'attention. Avec la gouvernance vient aussi la question d'influence. Certains électeurs croient qu'il faut être assis à la table où se prennent les décisions pour avoir un impact, un réel impact. Est-ce que les nombreuses incursions fédérales du gouvernement Trudeau que vous avez mentionnées tantôt dans les champs de compétences ne démontrent pas les limites de votre parti? Alors, OK, là, vous êtes... J'entends très bien la question, mais vous êtes encore uniquement au niveau des tarifs, dans le sens où c'est ça votre préoccupation, et c'est correct, c'est une préoccupation qui n'est pas à négliger. Tantôt, on était sur l'immigration aussi, qui pourrait être justement les incursions. OK. Oui, et vous avez parlé d'incursion, bien entendu. La place du Québec, entre autres dans le conflit actuel, c'est qu'on veut que des Québécois soient à la table. Et venez pas me répondre que vos 3 ministres y sont. On veut que des Québécois, des gens nommés par la province, la nation du Québec, soient à la table de négociation lorsqu'on parle de tarifs, entre autres. Ça va? Je vais vous répondre. Vous ne souhaiteriez pas que les gens de Rivière-des-Mille-Îles, justement, seraient à cette table de négociation-là et seraient représentés à ce cabinet-là? Bon Dieu, vous allez être à la table de négociation pour les tarifs, vous? Si je suis dans le gouvernement, OK? Puis si je suis élu, je peux représenter et les gens vont m'écouter à l'intérieur du gouvernement. Bon Dieu, je vous dirais, madame, les 4 années où vous avez été députée, avez-vous été capable de faire obstacle à votre premier ministre? Vous l'aviez suivi comme si de rien n'était, hein? Comme tout le monde. Il y a une ligne de parti au Parti libéral qui est bien claire et vous devez d'embarquer dans les rangs, sinon vous êtes mise de côté. Êtes-vous en train de me dire que vous avez été libéral puis vous êtes mis au caucus? Est-ce que c'est ça que vous me dites? Mais non, je sais comment ça fonctionne. Donc j'ai des amis. Donc c'est vous qui vous occupez d'avoir les lignes de parti. Madame Lapointe, j'ai des amis libéraux aussi, hein? Et c'est donc là, quelle influence vous avez eue? Quelle influence pendant les 4 années vraiment où plusieurs, vous mais c'est avez dans été... certains dossiers économiques, parce que je peux vous en parler, mais là, j'attends qu'on soit sur le sujet. Justement, si vous me permettez, Madame Lapointe, les libéraux sont au pouvoir depuis une dizaine d'années et il y a quelque temps, le mois dernier, en fait, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante révélait que la confiance des entrepreneurs est à son niveau le plus bas depuis les 20 dernières années, plus bas que pendant la pandémie, plus bas que la crise économique de 2008 et même plus bas que l'après 11 septembre. Est-ce que la seule arrivée de Mark Carney vient vraiment tout régler d'un seul coup? Ce que vous dites, là, c'est vrai. Être entrepreneur, je l'ai été entrepreneur. Puis ce qui se passe présentement, c'est vraiment terrifiant, ça fait peur. J'ai déjà mis mes économies dans une entreprise. Je comprends très bien que les gens doivent être très inquiets de ce qui se passe au sud de la frontière. De ne pas savoir sur quoi les tarifs vont être placés, ça a un impact sur toutes les entreprises. Moi, j'étais épicière. Ça veut dire que demain matin, il faut que je change d'où viennent mes aliments, parce qu'avec raison, les citoyens, ils vont arrêter d'acheter principalement les produits des États-Unis. Qui ait peur, je le comprends très bien. J'ai été présidente du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. J'ai représenté, j'ai eu une influence. J'ai fait améliorer les frais d'interchange de cartes de crédit. Ça a un impact direct, ça, dans les commerçants.
C'est quelque chose que j'ai eu, que j'ai fait changer. Être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, j'ai eu la chance aussi d'être députée, mais je comprends comment que les entrepreneurs peuvent être inquiets. Parce qu'on n'a jamais eu une situation comme ça, que quelqu'un essaye de nous faire peur en nous disant qu'ils veulent qu'on devienne le 51e État. Ça, c'est épouvantable de se faire dire ça. Mais je veux dire, non, il faut se tenir debout. Il faut avoir un Canada fort, puis il faut avoir des représentants forts du Québec à la Chambre des communes. Ça prend des gens qui vont représenter à l'intérieur du gouvernement. Monsieur Desilets, vous voulez faire une relance? Regardez, on est dans une circonscription très forte. On a 2 villes qui sont carrément les pôles économiques de la Rive-Nord. Puis je parle de Boisbriand avec ses 900 entreprises, puis Saint-Eustache avec ses 1574. C'est clair qu'il y a des gens qui souffrent là-dedans. C'est clair. Puis je ne dénigre pas ça du tout, du tout, du tout. Quand vous me dites, ça prend des gens forts pour négocier, le rôle du député, vous le connaissez très bien. Puis le rôle du député dans un parti comme le Parti libéral, vous le connaissez encore mieux. Comment se fait-il qu'on soit encore à cette étape-là de parler de possiblement négocier, amener du monde à la table? C'est quelque chose qui m'agace bien gros. M. Carney est quand même au pouvoir depuis plusieurs semaines. On a encore les mêmes tarifs imposés par les États-Unis. Les mêmes tarifs imposés. Oui, on va attendre le lendemain. On va reporter à plus tard. Le support, la négociation plutôt de ces tarifs-là. On va reporter à plus tard. Mais ça fera déjà 1 mois et demi qu'il aurait pu négocier avec le président Trump. Il y a 70 pays qui, en quelques heures, ont réussi à faire tomber les tarifs de M. Trump. Il est où, votre premier ministre? Il vient, vous avez 2 députés qui sont venus hier, 2 ministres sont venus en circonscription. M. Carney n'était pas là. Vous voulez parler des vraies affaires, vous voulez parler d'économie, vous voulez parler d'économie régionale. Ça serait le fun qu'il soit là. Ça serait le fun qu'on le voit. On ne le voit pas. 4 jours d'absence. 4 jours d'absence et on veut gérer un pays en étant absent. C'est sûr que l'absence lui profite. Madame Lapointe, en conclusion. Oui, certainement. Présentement, on est dans une élection cruciale. On est en train de décider qui va être le prochain premier ministre. C'est soit les conservateurs ou les libéraux. Je suis désolée pour vous. Alors, Mark Carney, si vous regardez le CV que Mark Carney a, il a géré la crise qu'on a eue en 2008 sur les papiers commerciaux et la même chose qu'après ça, il est allé en Grande-Bretagne. Il a géré des crises internationales. C'est un CV incroyable. Puis, ce qu'on est en train de choisir aujourd'hui, c'est qui va gouverner le Canada par rapport à ce qui se passe au sud de la frontière. Je veux dire, puis là, il me semble que juste à regarder le CV, vous devriez trouver ça très inspirant, M. Desilets. Je vous remercie tous les deux. Plaisir. Ah, on aurait pu poursuivre. Je le sentais, mais on va embarquer dans notre 4e thème. Puis vous avez un peu dressé la table d'ailleurs, qui est l'économie régionale. M. Desilets, vous êtes appelé à représenter une région aux réalités économiques bien spécifiques. On sait, la Rivière-des-Mille-Îles a un écosystème très varié en termes d'économie. On a du tourisme, on a de l'agriculture, on a de l'innovation, on a des parcs industriels que vous mentionniez qui sont très impressionnants. Quels sont, selon vous, les piliers économiques des Basses-Laurentides et comment votre parti compte-t-il les soutenir concrètement? On a la chance d'avoir 2 MRC hyper puissantes, hyper présentes, hyper supportantes auprès des entreprises. Oui, vous l'avez dit, on a de l'agroalimentaire, c'est hyper varié, cette circonscription-là. De la manufacture, de l'agroalimentaire, de la manutention, de la construction, plus, du transport, de la métallurgie. 900, comme je vous disais, juste à Boisbriand, 1500. Bon. Ceci étant dit, ce que ça prend, là, c'est des actions concrètes. Pour moi, les actions concrètes, on en retrouve quelques-unes à l'intérieur du programme du Bloc québécois. La réforme de l'assurance-emploi pour faciliter l'accès et la bonification des prestations des gens. On a besoin du support supérieur à ce qui est offert présentement aux entreprises. Il y a eu, pendant la période de la COVID, de bons gestes posés par le gouvernement. On s'attend à ce qu'il y en ait plus, un petit peu plus que ce qui est présenté actuellement, encore une fois. Il n'y a rien qui est présenté pour nos entreprises, nos gros secteurs comme le bois, l'aluminium et compagnie. Ça nous touche peut-être un peu moins, vous allez dire, vous avez raison. Mais on s'attend quelque part à ce qu'il y ait des actions. Les actions, on ne les voit pas. La seule grosse action pour aider le secteur
manufacturier. Ça s'est fait en Ontario, dans le sud de l'Ontario, pour l'automobile, comme s'il y avait juste l'automobile au Canada, comme s'il y avait juste. À l'intérieur du support, le Bloc préconise une diminution des taux d'intérêt pour les petits commerçants. Pour les petits commerçants. Puis, Mme Lapointe, vous me l'apprenez, j'étais convaincu que le projet de loi pour diminuer les taux d'intérêt pas des entreprises, mais des cartes de crédit avait été mis de côté par le Parti libéral. Parce qu'il n'y a jamais eu de loi là-dessus. Justement, Mme Lapointe, ça va être votre tour de répondre. Si vous revenez pour le dossier que j'ai justement chapeauté et qui a vraiment avancé, si on retourne au moment que j'étais élue, les frais d'interchange, ça devait arriver même pas à 1,5 % de la moyenne canadienne. Et ça a été mis en place en 2000, je vais vous dire 2018, mais ça se peut que ça soit 2017. C'est grâce à ma pression puis mon projet de loi privé. Et maintenant, dans le dernier budget, ça a été descendu à 1,4 de moyenne. C'est énormément d'argent dans une entreprise qui utilise les modes de paiement par les cartes de crédit. Mais quand vous parlez des mesures concrètes à mettre en place dans les Basses-Laurentides pour justement aider les entreprises qui sont... On a des très belles entreprises. Je suis d'accord avec vous. La transformation agroalimentaire, l'aérospatiale, vous n'avez pas tellement parlé. Je veux dire, on a des effets, on a beaucoup d'entreprises qui sont liées à Airbus, Safran, l'hélicoptère, mais on a aussi le transport. Le transport, on a Novabus. Je dis Novabus, mais on a Paccar à côté, à Sainte-Thérèse. C'est tous des emplois qu'il faut sauvegarder. Puis les mesures qu'on dit par rapport à aider les entreprises, que aussi aider l'assurance chômage, on ne les met pas tous ces gens-là. Quand vous dites que vous allez faire des mesures concrètes, je me demande comment vous allez faire ça. Vous n'êtes pas au gouvernement. Vous avez le pouvoir d'influencer. Et influencer, je veux dire, ça veut dire poser des questions, essayer de faire avancer vos dossiers. Quand tu es au gouvernement, tu es capable de les faire avancer, à tout le moins d'en parler à tes gens qui sont dans la même équipe que toi. Alors, je partage pour vous. Donc, votre projet de loi, il a passé? Il n'a pas passé, c'est le ministre qui l'a mis en place. Merci, madame. C'est ça que j'essayais de vous faire dire depuis un petit bout de temps. Votre projet de loi n'a pas passé sur les cartes de crédit. Donc, il a influencé, il a fait baisser les frais d'interchange. Et bon, ça l'a vraiment mis sur le radar qu'on a réussi à les faire baisser. Et ça, c'est de l'argent directement qui est enlevé dans les paiements. Si vous aviez été entrepreneur, peut-être que vous auriez su qu'il y a 25 ans que ça n'existait pas, ces frais d'interchange-là. Et que là, maintenant, c'est un espace important quand c'est dans les états de résultats d'une entreprise, dont l'alimentation, j'étais épicière. Vous êtes très bien parti pour le volet discussion ouverte. Je vais laisser Anne. Madame Lapointe, je vais vous adresser la parole en premier. Dites-moi, vous êtes en campagne, vous êtes sur le terrain. Avez-vous rencontré des entreprises? Avez-vous rencontré les entrepreneurs? Quels sont les besoins les plus pressants pour l'instant? Comment vous les voyez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ce qu'on entend, c'est vraiment l'histoire des tarifs. Est-ce qu'ils vont être mis en place ou non? Puis là, on a quand même un président au sud de la frontière qui change s'il va les mettre ou non. Il joue avec les gens. C'est difficile pour les investissements. C'est ça que je dirais présentement. Les entrepreneurs hésitent à investir parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. L'incertitude, c'est très difficile pour les entrepreneurs. C'est ce qu'on entend sur le terrain. Vous pouvez échanger sur la question. Monsieur Dusillet, vous êtes aussi en campagne, vous êtes aussi sur le terrain. Madame Lapointe, la meilleure façon de régler un problème, c'est de l'attaquer. Alors, on a un problème avec le Sud actuellement. On a un futur, peut-être, premier ministre, qui est M. Carney, votre chef. Qu'attend-il pour se montrer? Qu'attend-il pour prendre le téléphone et tenter de négocier avec M. Trump? Moi, ce que j'entends dans les entreprises actuellement, c'est quand est-ce qu'on va le savoir? L'incertitude, c'est mortel. C'est mortel au niveau des entreprises. On est d'accord. Et c'est mortel au niveau des entreprises. Et il y a une façon de la percer, cette incertitude-là. C'est de prendre le téléphone, puis d'appeler le premier ministre, le président plutôt des États-Unis, et de négocier quelque chose, comme un paquet d'autres pays l'ont fait. Qu'est-ce qu'il attend pour sortir de sa cachette? La fin des élections, M. Pourquoi Dusillet. la fin? Pourquoi pas tout de suite? Ils se sont parlé puis se sont mis d'accord que ça serait en débat. OK, c'est pas urgent pour vous? Moi, j'entends chez les entreprises que c'est une urgence vitale à quelque part. Paccar va être rayé de la carte. Des entreprises, j'en ai visité depuis 5 ans, je les connais toutes sur le bout de mes doigts. Elles souffrent puis elles s'attendent à ce qu'il y ait des gestes concrets qui soient posés. Un petit coup de téléphone. Je suis très sensible à ça. Mon expérience d'entrepreneur, Qu'est-ce que vous attendez? Je suis très sensible. J'attends d'être élu.
Mais non, vous n'êtes pas capable de parler à votre chef présentement puis lui dire ça crie partout. Puis s'il vous plaît, faites quelque chose pour ces entreprises-là. C'est lui qui a le pouvoir. Puis moi, je ne veux pas ce pouvoir-là. Moi, je suis là pour défendre les Québécois. Je suis là pour défendre les intérêts des Québécois. Et c'est ce qu'on fait, je pense, à merveille au Bloc québécois depuis, en tout cas, 5 ans et demi que je fais, que je vais continuer à faire, Mme Lapointe. Madame Lapointe, comment comptez-vous influencer les décisions à Ottawa une fois que vous êtes élu, puisque vous attendez d'être élu pour le faire? Comment est-ce que vous comptez faire ça? Je souhaiterais être élu. Je ne prends jamais rien pour acquis. Puis c'est les gens qui vont aller voter, qui vont choisir, qui vont faire que j'aurai le privilège, si j'ai ce privilège-là à nouveau. Comment je peux influencer? De part, quand tu es dans la même équipe, comme M. Desilets, j'ai déjà été dans l'opposition. Oui, tu peux influencer, mais c'est plus difficile. Parce que quand tu es dans la même équipe, tu revois les gens plus souvent et je peux être très tenace. Je veux dire, je suis tenace, puis je lâche pas le morceau comme ça. Si on a besoin de quelque chose de spécifique dans Rivière-des-Mille-Îles, je vais travailler pour l'avoir. Je veux dire, je défends les intérêts, je les ai défendus. D'ailleurs, quand j'étais députée, il y a quelque chose qui a atterri qui est très concret dans la circonscription. C'était, la digue à Deux-Montagnes, la fin, ainsi que le pont, je veux dire, les îles Yale. Je veux dire, c'est une subvention que j'ai travaillée juste avant les élections de 2019, puis qui ont atterri, là, ça a fini par se finir. Je veux dire, quand tu es dans la même équipe, je veux dire, tu revois les mêmes collègues tout le temps, puis c'est facile d'échanger puis de leur dire, tu sais, dans Rivière-des-Mille-Îles, c'est vraiment un enjeu. Puis oui, il faut rentrer dans les fonds pour trouver comment appliquer, puis c'est tout le monde qui applique dans ces choses-là. Si vous me permettez, un autre enjeu qui est très important, vous démontrez tous les deux que votre connaissance de l'écosystème économique de la région est très précis, très pointu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup d'agriculteurs aussi sur le territoire et on le sait, la renégociation des accords de libre-échange est imminente. Juste un peu avant la pandémie, les premières négociations avaient vu la gestion de l'offre être mise sur la table de négociation. Mark Carney a déjà dit que la gestion de l'offre ne serait pas sur la table de négociation. Qu'est-ce qu'on peut dire, après avoir vécu des reculs, justement, en 2018, à nos agriculteurs pour les rassurer à ce niveau-là, vu que leur situation est déjà très précaire? Bien, je dis, c'était clair, la prise de position, que l'entente, je veux dire, à savoir que la gestion de l'offre, on n'y touchera pas. Je veux dire, ça, c'est clair. Puis quand on parle des agriculteurs, je veux dire, ici, là, dans Rivière-des-Mille-Îles, on a plusieurs producteurs maraîchers que je faisais affaire avec eux. Je comprends leur inquiétude. Je veux dire, à tout le moins, si on peut retenir, comme Québécois puis comme Canadiens, d'acheter plus local, puis faire attention à ce qu'on achète, pas juste dans l'épicerie, mais partout, ça va avoir un impact partout. Je veux dire, ils se plaignent déjà, les Américains, qu'on a arrêté de voyager là-bas, mais l'achat des produits, l'agroalimentaire. Mais on a une influence, il faut l'utiliser, OK, dans la région. M. Desilets, sur la gestion de l'offre. Je pense que vous avez la réponse dans votre question. On a demandé à M. Carney qu'est-ce qu'il ferait avec la gestion de l'offre. Elle va faire partie des négociations qui vont suivre le 28 avril, probablement. Mais il ne veut pas passer de projet de loi là-dessus. Il ne veut pas passer de projet de loi. Il y en a un parti qui le porte à bout portant, le projet de loi sur la gestion de l'offre, c'est le Bloc québécois, vous le savez très bien. On s'est battu, ça a été l'objet de discussions, ça s'est retrouvé au Sénat. Ce sont des sénateurs libéraux qui ont refusé de mettre de l'avant, d'adopter le projet de loi sur la gestion de l'offre. C'est quelque chose de bien simple, ça, pour un premier ministre. Si vraiment c'est important, le Québec, parce que c'est principalement le Québec qui est touché par la gestion de l'offre, si c'est important, tu dis, bon Dieu, ben oui, on va la protéger, la gestion de l'offre. On demande tout simplement un projet de loi là-dessus. Non, il n'y en aura pas de projet de loi là-dessus. Si vous me permettez de répondre à ça, il y a une petite chose que vous avez mal dit. Il y a des sénateurs indépendants au Sénat. Il n'y a aucun sénateur libéral. C'est une erreur que vous avez faite là. Laissez-moi continuer. La gestion de l'offre. Je ne peux pas être plus clair. Mark Carney l'a dit, ça ne sera jamais dans les négociations. Je veux dire, je ne sais pas comment le dire pour que ça soit clair. Vous allez dire que vous allez la défendre. Vous ne pourrez pas mettre aucun projet de loi en œuvre, à moins que ce soit un projet de loi privé comme qui a été proposé. Mais je veux dire, ça dépend du Sénat s'ils ne l'ont pas retourné. Mais je veux dire, ça va être ceux qui vont être au gouvernement qui vont faire les lois et qui vont aussi négocier les ententes de libre-échange avec les autres pays. Donc, vous allez déposer un projet de loi sur la gestion de l'offre. Je ne vous ai pas dit ça.
Je vous ai juste dit que lorsque ça va être l'entente qui va être renégociée, bien, c'est le gouvernement qui va le négocier, puis c'est pas le Bloc québécois qui négocie. Le Bloc québécois va dire que je défends. Mais il n'y a pas juste le Bloc québécois qui défend la gestion de l'offre. Le Parti libéral le défend et a toujours dit qu'il ne négocierait pas là-dessus. On dirait que vous n'avez pas toujours écouté en Chambre des communes. Bon Dieu! Pourtant, pour un directeur d'école, c'est épouvantable, hein, mais il écoute bien, puis il enregistre bien. Regardez bien, là. D'une part, les 2 sénateurs qui ont fait obstruction, ce sont des sénateurs nommés par les libéraux. D'accord ou pas? Est-ce que vous savez comment que le processus fonctionne? Êtes-vous d'accord ou pas? Est-ce que vous voulez que je vous explique non, comment c'est pas nécessaire. Non, mais je peux vous le dire, parce que je travaillais avec le... J'étais Regardez, justement au bureau du premier ministre. Ça peut vous faire du bien, allez-y, là. Bien, ça va vous faire du bien de rectifier les faits. OK? Est-ce qu'ils ont été nommés par les libéraux? C'est un comité indépendant qui reçoit les applications et ils font une petite liste de 5 noms. Je veux dire, on ne parle pas de libéraux, on parle de 5 noms de personnes qui ont appliqué. Il faudrait peut-être que... C'est encore de belles apparences des sénateurs indépendants. Madame Lapointe, et vous le savez très bien. C'est votre point de vue, vous avez le droit de l'avoir. Madame Lapointe, vous avez beaucoup défendu M. Carney, d'accord? C'est compréhensible. Il est important pour vous d'en parler pour la défense de nos intérêts économiques, mais la crédibilité de M. Carney a été un peu écorchée après le déménagement d'un siège social vers les États-Unis et les déplacements offshore. Est-ce que, selon vous, c'est cohérent avec la défense de nos intérêts économiques? Je ne sais pas si hier, vous avez eu la chance d'écouter Mark Carney, Tout le monde en parle. Ils en ont parlé justement de ça. Et on lui a demandé est-ce qu'il souhaitait changer la loi par rapport à ce qui avait été fait. Et il y avait une ouverture justement à faire ça. M. Désigné, en conclusion. Bien, regardez, je trouve ça aberrant comme réponse. C'est clair. L'homme, on ne le connaît que très, très peu. À part le banquier, là, c'est magnifique comme étiquette, mais on le connaît très peu. En plus, qui ne connaissent pas le Canada et le Québec. Vous êtes gentil dans vos propos, parce que moi, j'aurais parlé de paradis fiscaux. De paradis fiscaux. Un homme qui va être à la tête du pays, du Canada, et qui a réussi à soustraire des millions et des millions de dollars en impôts, c'est un scandale. Mettez ça entre les mains de M. Poilievre, puis bon Dieu, il perdrait 10 de matin. On parle des paradis fiscaux, mais pour un homme aussi qui se prétend grand défenseur de écolo et compagnie, c'est bizarre, hein? Il a acheté 6 ou 7 pipelines dans les dernières années. Madame Lapointe, en conclusion. En conclusion, par rapport... c'était le représentant du Canada aux Nations unies, justement sur l'environnement. On consomme du pétrole, qu'on veuille ou pas. Présentement, ce qui est dommage, notre pétrole utilisé au Québec, le 2 tiers, je ne veux pas me tromper d'un chiffre, là, vient des États-Unis. Alors, il faut se poser des questions, mais il faut justement investir dans la transition verte et s'assurer qu'on est dans les éoliennes, qu'on s'assure toutes les façons qu'on peut y arriver, qu'on va diminuer les gaz à effet de serre. Merci à vous deux. On a dépassé un peu sur ce thème. Je vois que ça suscite des passions, c'est parfait. On va maintenant pouvoir attaquer notre dernier thème, qui est les médias et la démocratie. Madame Lapointe, les médias ont toujours été une courroie de transmission entre les citoyens et le pouvoir. Aujourd'hui, à l'ère numérique, avec la montée de la désinformation, des algorithmes et de la polarisation dans les politiques, le rôle est plus fragile que jamais. Comment pensez-vous que le gouvernement peut soutenir un accès fiable à l'information? En continuant d'investir dans CBC et Radio-Canada. C'est nos télédiffuseurs publics. C'est très important pour les minorités francophones hors Québec, mais aussi au Québec pour protéger notre culture. C'est important. Puis si, comme M. Poilievre dit qu'il va arrêter d'investir dans CBC, ça a un impact sur notre français hors Québec, parce que tous les satellites francophones hors Québec, il faut qu'ils reçoivent, ils sont dans les mêmes bureaux que CBC. Ça, c'est important. Je suis très fière que le groupe JCL demeure encore très présent ici dans les Basses-Laurentides. Pour avoir été à Ottawa pendant près de 10 ans, je m'occupais du caucus rural et c'était épouvantable ce que j'entendais. Combien de médias écrits, les radios locales étaient fermées parce qu'ils ne réussissaient pas à sortir, justement parce que on parle de tout le... On est rendu numérique, mais je veux dire, on va parler Facebook, là, mais tous ces médias-là qui viennent couper les revenus des médias locaux. Et c'est terrible parce qu'il faut s'assurer qu'on a une bonne information.
Les journalistes, quand tu reçois des questions, tu n'es peut-être pas toujours content, mais c'est important, ils défendent le droit des citoyens. La démocratie, elle fonctionne en ayant des gens qui vont aller s'assurer que le gouvernement fait les bonnes choses et qui vont les questionner. Alors, pour moi, c'est important. Ça ne veut pas dire que quand tu es élu, tu trouves toujours ça drôle, mais il faut qu'on ait justement des télédiffuseurs publics, parce que si vous regardez au sud de la frontière, je veux dire, il n'y en a pas de télédiffuseurs publics, c'est juste privé. Et ce que ça fait beaucoup de mauvaises informations qui est envoyée aux citoyens. Alors, je vais m'assurer de continuer à supporter les médias locaux dans les... Parce que Rivière-des-Mille-Îles, là, si c'est pas de vous autres, là, des médias locaux, puis il y a une radio locale, si je ne me trompe pas, bien, je veux dire, on disparaît dans la région de Montréal. On n'aurait pas de nouvelles. Mais je veux dire, c'est important que vous soyez là. C'est important les médias nationaux, mais je vais vous dire aussi locaux. M. Désilet. Regardez, moi, un des premiers gestes que j'ai posés quand j'ai été élu en 2019, c'était de rencontrer M. Serge Langlois et de lui demander c'est quoi le pouls, comment ça se passe, à quoi on doit s'attendre. Il a une lecture incroyable et une expertise incroyable. Ça a été mon premier geste. Après ça, pendant la pandémie, ça a été de supporter les journaux locaux, je vous dirais même au-delà de ma capacité financière. Au-delà de ma capacité financière. Quand j'entends Mme Lapointe parler d'importance de démocratie, c'est sûr qu'on s'entend bien là-dessus. C'est essentiel. Mais le Parti libéral vient de poser un geste qui est dangereux, entre autres. C'est d'injecter 150 millions à Radio-Canada, parce que l'impact que ça aura, c'est sur les médias locaux, je suis convaincu. En centralisant autant d'argent dans Radio-Canada, puis Radio-Canada en a besoin, mais il oublie le reste, il oublie les médias locaux, puis il oublie d'autres formes de médias québécois fort importants qui vont écoper de ça. Vous avez très probablement entendu parler des gens, bon, sans nommer les tribunes, des journalistes dire « ça va nous faire mal ». Mais ça va leur faire mal. On va créer une superpuissance, là. Mais l'autre élément que j'aimerais beaucoup vous dire, quand vous me parlez de démocratie, ça me fait un petit peu sourire, puis de médias. Vous vous rappelez que votre chef a été invité à un débat des chefs pour qu'il puisse s'exprimer sur sa position, qu'il puisse parler aux Québécois, même si son français n'est pas impeccable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait volte-face au face-à-face. Volte-face au face-à-face. Et pour moi, ça, c'est un geste antidémocratique. Tout comme c'est antidémocratique que de se réfugier pendant 3 jours, seul ou avec ses ministres, pour discuter de la frontière américaine et prendre une 4e journée dans les derniers jours. Il est là pour faire une job. On compte sur lui, les Québécois et les Canadiens comptent sur lui. Il est où? Il se cache. Pourquoi il ne s'est pas présenté au débat, Mme Lapointe? Je vous invite à continuer en conversation ouverte. Vous Allez. interpelle directement. Je vais revenir Pourquoi? sur les médias locaux. Je veux dire, le caucus rural, libéral, s'est assuré qu'un pourcentage de la publicité qui est faite par le gouvernement soit justement distribuée, pas juste dans les médias technologiques et ces choses-là, là, mais s'assurer que ça allait dans les médias sociaux, les médias locaux, un pourcentage qui était gardé de la publicité. Et c'était pas évident, mais ça se fait. Puis ça, c'était dans le dernier budget de l'année passée. Et ça a un impact de soutenir, d'avoir l'information à l'intérieur des endroits qui ne sont pas les centres urbains, comme Montréal, de donner la bonne information. Puis, quand vous faites référence au face-à-face de TVA, c'était un précédent de demander à chaque participant de donner 75 000 $ pour y participer. Ça, c'était un précédent, alors que ça n'a pas été... C'était lui qui a refusé. Mais il y a juste le Bloc québécois qui a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il se disait, tiens... Bien, au début. Après ça, les autres ont rentré. Le NPD, le Parti conservateur, le Bloc québécois ont accepté. Bien là, c'est une nouvelle réponse à cause de 70 000, parce qu'on a eu d'autres réponses, plus du genre, bien, parce que les Verts ne sont pas présents. Vous vous rappelez de cette réponse-là? Je vais juste vous donner ma réponse. OK. Et vous trouvez ça correct? Moi, ce que qu'un je vous dirais, aspirant premier ministre refuse de débattre devant ses citoyens? Il ne les refuse pas. Il s'en va justement au débat cette semaine, mercredi et jeudi. Il a refusé le principal débat, qui est un débat d'idées à TVA, qui est fort différent du débat qu'on vivra en français et en anglais cette semaine. Vous trouvez ça correct? Je vous laisse penser ce que vous voulez. Alors, indépendamment du financement
dont vous avez parlé, Madame, Monsieur Desilets, c'est vous qui avez parlé du financement. Comment est-ce que les politiciens peuvent faire pour faire leur part, pour supporter les médias? Comment ils peuvent faire? Je veux dire, un bureau de circonscription a un certain montant publicitaire qu'ils peuvent allouer et dépenser. Il y a plusieurs façons de le faire. Je veux dire, soutenir tes médias locaux par cette enveloppe-là, c'est les soutenir et les aider, entre autres. Monsieur Desilets? Bien, regardez, imposer, entre autres, les GAFA, les GAFAM, plutôt à hauteur de 3 comme le Bloc le dit, le souhaite depuis un bon bout de temps, 3 de leur chiffre d'affaires. Protéger la taxe sur les services numériques, Netflix, Google et les autres de ce monde, entre autres. Ça, c'est des actions concrètes. Est-ce qu'indépendamment du financement, on sait que c'est le nerf de la guerre tout de même, est-ce qu'un politicien peut aider les médias, indépendamment des enveloppes budgétaires qui sont allouées? Oui, mais ça va passer par l'argent, parce que je sais qu'ils sont particulièrement vulnérables. Comme je vous disais tantôt, le groupe JCL est très actif et bien représenté dans les Basses-Laurentides. C'est pas toutes les régions qui ont ça. Il y en a plusieurs médias, puis je ne vous l'apprends pas, là, qui sont disparus parce qu'il n'y avait pas de revenus publicitaires, ça n'arrête pas de baisser. Je veux dire, le premier geste, c'est ça, s'assurer que les publicités gouvernementales se retrouvent dans les médias locaux, entre autres. Puis, effectivement, les GAFA, il faut s'assurer qu'ils ne prennent pas toute la place. M. Desilets? Bien, regardez, dans les actions concrètes, je pense que c'est de moderniser, entre autres, Radio-Canada. Que Radio-Canada puisse être plus présent dans les régions, ça serait aidant. Contrairement à vous, malheureusement, moi, je trouve qu'on n'est pas suffisamment représenté ici par les médias. Moi, je souhaiterais que vous puissiez être beaucoup plus nombreux à véhiculer parce que vous êtes au cœur de ce qui se passe dans le quotidien des gens. C'est bien loin d'Ottawa, ça. Mais ce que vous faites, c'est un travail admirable, puis vous devez être supporté. Je ne vois pas où vous l'êtes actuellement dans l'injection de 150 millions à Radio-Canada. Radio-Canada en a besoin, mais c'est pas juste là que ça se passe. Je vous remercie infiniment tous les deux. C'est ce qui conclut la portion débat de la rencontre. Vous allez avoir chacun, tel qu'on vous l'avait mentionné avant le début du débat, une déclaration de fermeture. On vous accorde 2 minutes chacun à tour de rôle. Monsieur Desilets, ça va être à vous de commencer. OK. Bien, vous savez, on a débattu je pense, vos sujets étaient excellents. Ça fait le tour. Ça fait le tour des enjeux. Moi, je vais continuer à répéter jusqu'à ma mort que le Bloc québécois a sa raison d'être, que le Bloc québécois parle pour les Québécois, que c'est la seule façon, le seul parti au Québec et au fédéral, évidemment, qui a les coups des franches, qui a la possibilité de dire vraiment ce qu'il veut. Le Bloc québécois, c'est actuellement, durant cette campagne, c'est le parti qui a le plus parcouru le Québec. On cherche M. Carney. Notre chef, Yves-François Blanchet, n'a que le Québec, vous allez me dire. Mais il le parcourt, puis pas à peu près, puis pas à peu près, pas à peu près. Moi, c'est la 2e fois qu'il vient dans la circonscription ici. Alors, vous savez, que les gens votent pour Carney ou pour Poilievre, c'est leur choix. Puis je souhaite beaucoup que le vote sorte massivement. Que ce soit quelque part un message clair qui est envoyé, qu'on envoie un gouvernement que les gens veulent. Moi, je respecte ça à 100 000 $. Mais vous savez, le Canada va choisir de son premier ministre. Et le Québec, le pouvoir qu'il a, il est énorme. C'est d'amener une opposition solide à Ottawa. Pourquoi? Pour défendre les intérêts du Québec. Ce que l'on fait, je pense, de façon assez intelligente depuis un bout de temps. Je vais juste vous faire une toute petite anecdote. Vous passez une petite anecdote, le temps me le permet encore. Les whips des 2 partis, libéral comme conservateur, donnent à leurs députés l'exemple des députés du Bloc québécois. Dans le sens où, regarde comment est-ce qu'il a fait son intervention, regarde à quel point ils sont préparés, fouille tes affaires, utilise la recherche à quelque part pour peaufiner, pour que tu puisses arriver avec du matériel en chambre. Regardez les députés du Bloc québécois. On est un exemple en chambre. Puis on le fait de façon, je pense, plus que professionnelle. Merci beaucoup. Merci, M. Desilets. Mme Lapointe. Merci beaucoup de l'invitation. Bonsoir aux citoyens et aux citoyennes de Rivière-des-Mille-Îles. Merci encore au groupe JCL d'avoir organisé cette première ici dans Rivière-des-Mille-Îles. Je m'appelle Linda Lapointe. Je suis fière d'être votre candidate libérale dans Rivière-des-Mille-Îles.
Ce qu'on veut, là, c'est Rivière-des-Mille-Îles pour un Canada fort. Je suis revenue parce que vous me l'avez demandé. Mon intérêt pour le service public n'a jamais diminué. Mon expérience de députée fédérale, la continuité de mon implication communautaire et mon passage au bureau du premier ministre m'ont permis, premièrement, créer des liens partout au pays, de côtoyer aussi les décideurs. Puis, troisièmement, comprendre comment que le gouvernement fonctionne d'un bout à l'autre du Canada, parce qu'on est au Canada. Tout ça afin de faire bénéficier les citoyens et les citoyennes et les entreprises de Rivière-des-Mille-Îles. Je souhaite être élue comme députée afin de maximiser l'accès des fonds fédéraux. Je suis disponible, je suis à l'écoute, je veux contribuer encore à l'économie locale et surtout accélérer les investissements fédéraux dans notre région. J'ai l'expérience comme entrepreneur de député fédéral et lorsque j'étais votre député fédéral, j'ai réussi à faire avancer, comme je disais plus tôt, les frais d'interchange de cartes de crédit pour les faire baisser. Ça a un impact dans les états financiers des entreprises. Je veux continuer à défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises. Je veux continuer à faire avancer le dossier de la langue française au Québec, mais aussi au Canada. Et aujourd'hui, je suis prête à nouveau à mettre mon expérience au service de notre communauté. Nous sommes conviés à des élections dans un moment crucial dans notre pays. C'est jamais arrivé une situation comme ça. On ne sera pas le 51e État. Nous sommes rendus à décider quel premier ministre qu'on va choisir afin de renégocier l'ALENA avec le président des États-Unis et la présidente du Mexique. Il y a aussi le temps de renforcer les liens avec les autres pays en Europe et en Asie. On va se battre pour la souveraineté du Canada. Ça nous prend un Canada fort. Je suis prête à le défendre. Qui de mieux de représenter les citoyens de Rivière-des-Mille-Îles que moi, Linda Lapointe. Merci. En conclusion, je vous remercie très chaleureusement tous les deux de vous être prêtés à l'exercice. Ça a Merci été à vous. extrêmement intéressant. Je tiens à demander à nos lecteurs et ceux qui nous regarderont sur nos différentes plateformes à se tenir informés et surtout de ne pas oublier d'aller voter. Je tiens aussi à remercier ma collègue Anne-Merline pour son excellent travail. Merci à vous, Dany. Merci à nos deux candidats de s'être prêtés au jeu. Merci infiniment. Merci.